Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Et donc voilà, pour une fois que j'avais du temps en plus pour dire de pouvoir faire mon émission et de ne pas la terminer en retard, tu arrives encore à me faire perdre quelques secondes. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et donc, Quentin à la technique. Ben oui, hein, c'est pas drôle aussi, non. Voilà, avoue que c'est parce qu'aujourd'hui tu étais en congé et que donc du coup tu n'as pas eu le réflexe d'être là ce matin et que voilà. En partie, c'est aussi parce que on devait partir à 18h, qu'on est parti à 18h20 de la maison, donc... Oui, et qu'on a eu des tracteurs, qu'on a eu tout. Oui, et qu'on a eu un peu tout sur la route, donc on est arrivé limite. Mais... C'est ça, c'est la faute à tout le monde sauf à nous. En partie. C'est ça, ben voilà, tiens. Alors, dis-moi, comment tu vas ? Mais très bien, et toi ? Bien. Après les 2 semaines de congés, de vacances, que tu n'as pas eu cette année ? Mais non, première année que je n'ai pas mes semaines de congés et que je bosse le matin en me levant à 5h. Et oui, et qu'est-ce que ça fait comme ça, ce petit changement là de passer de la vie étudiante à la vie professionnelle ? Eh bien, honnêtement, oui. Je ne retournerai jamais au lycée. T'es sûr ? Ah, honnêtement, oui. Non, c'est bon, je préfère me lever à 5h le matin et aimer ce que je fais que de retourner ma soirée en cours. D'accord. Eh bien voilà, donc nous allons aborder ce soir en effet le thème du changement. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un invité de marque parce que nous avons la chance et l'immense honneur de pouvoir travailler aujourd'hui soir avec Monsieur Yves Martinez, président depuis peu du CSP Limoges et grand adepte du changement, comme nous allons pouvoir le voir avec lui. Bonsoir Monsieur Martinez, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir à vous. Non, c'est un grand plaisir de pouvoir être avec vous ce soir. Vous voyez que alors c'est sans prise de tête, je vous l'avais dit hors antenne, hein, donc c'est un petit peu en mode aussi à l'arraché à certains moments et surtout en improvisation totale. Donc voilà, bienvenue dans cette émission. Alors il faut savoir que vous avez quand même 2 Belges en face de vous, hein, donc la mère et le fils. Et donc qui dit belge dit surtout autodérision et oui, et pas de prise de tête. Surtout oui. Voilà. C'est bien noté. Eh ben voilà. Donc dites-moi, comment allez-vous avec cette victoire ce week-end ? Ah très bien. Si nous avions chaque week-end ce type de satisfaction, on serait extrêmement ravis pour cette saison de transition. Donc on va se contenter match après match de voir comment ça va se passer, mais on est confiant pour que la saison soit bonne. D'accord. J'ai un auditeur qui m'a dit d'ailleurs que si le fait de venir ici faisait gagner le CSP, il me demandait de vous interviewer tous les week-ends. C'est gentil, oui. Si ça marche, volontiers. D'accord, ok. Attention, je vous prends au mot. Alors, quand je vous ai demandé en fait de préparer l'émission, je vous ai demandé de choisir certains morceaux pour pouvoir agrémenter le choix musical. Et parmi ceux-ci, en fait, il y avait notamment la bande originale du film Mon nom est personne, qui est un western des années, alors je pense 70, si ma mémoire est bonne. Oui, ça doit être ça. C'est quelque chose comme ça. Hein. Oui, je pense. Oui. Avec notamment Henry Fonda et Terence Hill. Et alors, ce qui m'a étonné dans votre choix, c'est choisir justement Mon nom est personne, alors qu'on ne peut pas dire que partout où vous êtes passé, vous n'avez pas laissé de traces. Donc, vous êtes quand même connu. Donc, pourquoi ce choix ? Alors d'abord, je suis une personne discrète, donc oui, mais personne en fait dans le titre de ce film, c'est le nom de l'acteur, enfin c'est le nom du personnage. Et ce choix parce que, d'abord je suis amateur de western, et donc c'est vraiment un western presque américain mais un peu italien. Et Ennio Morricone, j'adore. Et j'ai trouvé que cette musique était différente. Elle collait bien à ce film un peu humoristique, on va dire. Hein, c'est une espèce de parodie. Et la musique aussi, elle a un peu cette allure de musique harmonique, mais
C'est en tout cas la réputation d'Ennio Morricone, mais il a su, je crois, dans ce film, bien s'accorder à l'esprit du film et nous faire une musique qui sortait des sentiers battus. Et j'adore ce genre de musique qui change un peu de ce que l'on peut attendre d'une musique de film. C'est tout à fait vrai. En plus, c'est une musique qui reste très longtemps dans la tête quand on l'a entendue par après. Et souvent, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui nous écoutent, on va dire mais c'est quoi encore ce film ? Je me rappelle plus. Mais quand on va entendre certaines musiques, enfin certains morceaux de la musique, en fait, c'est très connu. C'est vraiment une musique qui est très connue, qui est souvent sifflée. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il faut savoir, c'est que je suis une grande amatrice de western. Alors moi, mon idole, c'est John Wayne. Hein. On repart encore un peu plus en arrière. Bon choix. Oui, merci. Et en fait, par contre, Mon nom est personne, je connais le film de nom, je connais la musique, mais par contre, je n'ai jamais vu le film. Et donc hier, j'ai regardé un petit peu le synopsis pour savoir exactement de quoi ça parlait. Et bien en fait, vous m'avez donné envie de le regarder. Donc, je vous conseille de le regarder. Ah ben voilà, ce sera dans ma Vous allez playlist. vous détendre, vous allez passer un bon moment. Ah ben voilà, et franchement, hier je regardais et puis j'ai vu que je pouvais il y avait un moyen de le trouver. Donc c'est parti cette semaine-ci pour Mon nom est personne, Ennio Morricone. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseils et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Alors, tout est possible dans cette émission, même de se tromper de musique. Parce qu'évidemment, j'avais une chance sur 2 en choisissant le thème principal de Mon nom est personne. Et bien évidemment, blonde que je suis, j'ai choisi le mauvais. Donc, pas de problème. Les miracles de la technologie font que, normalement, d'ici la fin de l'émission, vous devriez entendre la bonne version. Donc voilà, bienvenue dans l'émission, Monsieur Martinez. Je vous l'avais dit, on ne sait jamais ce qui nous attend dans cette émission. Donc, des grandes plaines sauvages de l'ouest américain aux prairies verdoyantes de l'ouest de la France et du Limousin, il n'y a qu'un pas. Et c'est assez cohérent quand on connaît votre parcours de vie et surtout de globe-trotter. Parce que pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours professionnel ? Qui êtes-vous, Monsieur Martinez ? Alors, mon parcours professionnel, c'est vrai qu'il est un peu atypique dans la mesure où j'ai fait une carrière dans une seule entreprise, donc 43 ans dans la même entreprise, et que durant cette carrière, j'ai passé 35 ans à l'étranger, donc expatrié pour cette entreprise, et que donc j'ai été en poste dans 5 pays. D'accord, lesquels ? Avec des périodes qui varient de 5 ans à 9 ans. D'accord. Donc j'ai commencé par le Moyen-Orient, où j'étais basé au Caire. Donc, je m'occupais de l'implantation de l'entreprise sur cette région-là. C'était surtout une activité commerciale, donc développer le chiffre d'affaires, trouver des distributeurs, etc. Ensuite, j'ai été pendant 5 ans au Mexique, donc basé à Mexico, où là, c'était une filiale industrielle, donc j'étais directeur général de l'entreprise, une petite entreprise que nous venions de racheter, qu'il donc a fallu développer, donc une activité de direction générale. Ensuite, je suis repassé par la France, je suis reparti en Turquie, où là, même stratégie, rachat d'une entreprise turque. Donc j'ai participé à l'acquisition de l'entreprise. J'y suis resté 7 ans, donc pour la développer, faire de la croissance externe, racheter des entreprises autour. Donc une position de directeur général aussi, avec une entreprise un peu plus importante, qui dépassait les 100 millions de chiffre d'affaires d'euros. Et ensuite, après le Mexique, après la Turquie, je suis revenu en France pour une certaine période, donc alternance entre l'étranger et la France. Et je suis reparti au Brésil pendant 5 ans, où là, c'était une grosse filiale du groupe. Même stratégie, donc en direction générale, développer l'entreprise en faisant des acquisitions externes, en développant organiquement l'entreprise aussi. Après ces 5 ans, je suis parti directement en Inde, donc à Bombay, donc où je suis resté 4 ans.
Et là, toujours avec les mêmes missions, diriger le groupe dans ce pays, travailler à la croissance externe, qui est un des leviers forts de croissance de ce groupe, de la région, que vous connaissez sans doute. Et après ces 4 ans en Inde, j'ai terminé ma carrière en retournant en Turquie, donc où j'avais déjà passé 7 ans. J'ai passé les 2 dernières années de ma vie professionnelle en Turquie, où là, entre-temps, entre mes 2 passages, il s'était passé 25 ans. Donc, entre-temps, l'entreprise avait grandi, de nouvelles acquisitions avaient été faites, et donc je dirigeais le groupe les 2 dernières années de ma carrière avant de prendre ma retraite, donc en début 2015, et de revenir à Limoges. Voilà pour le parcours. Vous avez déjà calculé le nombre de kilomètres que ça faisait ? Non, jamais. Non Jamais, quelques heures de vol. Oui. C'est ça. Et alors, juste une petite question. Est-ce que c'est parce que vous aimez le soleil que vous avez choisi des pays typiquement ensoleillés, ou c'est juste le hasard ? Non, c'est le hasard. C'est au gré des propositions. Je pense que c'est un des thèmes que vous aborderez dans la discussion. Il faut savoir les opportunités, prendre les opportunités, les saisir quand elles se présentent. Et donc, c'était un coup en Turquie, il fait froid, un coup au Brésil, au climat tropical. Donc, souvent, c'est des décisions à prendre relativement rapidement. Et bon, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur des pays intéressants. Mais c'est vrai que quand on voit en effet ce que vous avez vraiment traversé comme différentes étapes, je pense que vous avez été confronté à ce terme tellement terrifiant pour la plupart des gens et que nous allons aborder aujourd'hui, qui est le changement. Ce mot fait peur, en fait. C'est un mot qui fait partie intégrante de nous parce qu'on ne peut pas vivre sans changement. Déjà, l'enfant, quand il arrive, c'est déjà un changement. Il est bien au chaud dans le ventre de sa mère et puis hop, vas-y que je te projette dans la vie. Donc, il est directement changé. Et en parlant d'enfants, en fait, je me rappelle, quand j'ai fait ma formation en coaching, ma formatrice nous avait donné une phrase pour bien symboliser à quel point l'être humain détestait le changement, qui était « Seuls les bébés mouillés aiment le changement ». C'est vraiment dire qu'à part un bébé qui a la couche mouillée, qui pleure parce qu'il veut être changé, il y a quand même peu de personnes qui apprécient le changement, en tout cas de prime abord. Quand il est imposé, en tout cas. Maintenant, il y a des gens qui adorent ça, mais plus quand c'est des choix de leur part, de pouvoir se dire, tiens, j'ai envie de changer des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça regroupe, le changement ? Quelles sont les notions qui sont là derrière ? En fait, on a les émotions, on a les réactions que ça provoque en nous, on se demande comment on va faire pour gérer le changement, ces différentes étapes du processus que nous allons voir tout à l'heure et nous allons les détailler avec vous. Mais ici, en fait, avant de décortiquer réellement ce que c'est le changement, là, alors, la définition type du changement, c'est une grande, comment est-ce qu'on dit ça ? Une grande étape dans cette émission, c'est d'abord, je donne la définition traditionnelle, puis vous allez me donner votre définition du changement, et puis moi, je vous donnerai la définition en termes de coaching, en fait. Donc, si je prends la définition du Larousse, le changement, c'est une action, c'est le fait de changer, de modifier quelque chose, de passer d'un état à un autre. C'est également une modification profonde avec une rupture de rythme. Tout ce qui rompt les habitudes bouleverse l'ordre établi. Ça fait tout de suite beaucoup plus peur quand on entend la deuxième. Et donc vous, Monsieur Martinez, quelle est votre définition du changement ? Alors, les changements que j'ai vécus, alors je vais parler pour mon cas, ça a toujours représenté pour moi un changement d'univers, en fait. J'ai toujours vu le changement comme une opportunité, ce que je vous disais juste avant. Et donc, les phases entre le moment où on sait qu'on va quitter une activité, une profession ou une fonction et on va découvrir quelque chose de différent, sont toujours été pour moi des phases de grande curiosité, d'intérêt pour savoir comment je pourrais me positionner dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle mission, dans cette nouvelle fonction. Et donc ça a toujours été un levier de motivation pour moi, le changement. Alors j'ai peut-être eu la chance d'avoir
eu des propositions de changement pour pouvoir faire des expériences nouvelles sans prendre, je vais dire, beaucoup de risques, entre guillemets, dans la mesure où c'était à l'intérieur d'une même entreprise. C'était des expériences différentes, mais à l'intérieur d'un même groupe. Alors donc ça, il y a peut-être un élément rassurant qui m'a accompagné tout au long de ma carrière, mais disons que les obligations de résultat étaient les mêmes que l'on soit dans une même entreprise ou dans une autre entreprise. Le changement, il doit s'accompagner du résultat auquel peuvent s'attendre les gens qui vous font confiance. Oui, parce que vous dites c'est plus facile au sein d'une même entreprise ou pas, parce qu'on peut aussi avoir la pression de se dire mais tiens, tout compte fait, est-ce qu'à un moment donné je ne vais pas arriver à mes limites? Est-ce qu'à un moment donné je vais toujours répondre en effet aux attentes des personnes qui sont en face de moi? Et pour certaines personnes, ça peut être même limite plus effrayant que de se dire, bah tiens, allez, je change de boîte, comme ça, j'arrive quelque part, on ne me connaît pas, et dans l'absolu, je peux faire bonne impression plus facilement que d'avoir à chaque fois des fonctions de plus en plus élevées, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais c'est c'est un état d'esprit de pouvoir repousser ses limites et de pouvoir se dire finalement je suis peut-être meilleur que ce que je ne crois, et donc d'y aller et puis après il faut effectivement s'armer pour pouvoir bien répondre aux attentes. Et aux siennes d'abord, à ses propres Absolument. attentes également. Absolument. Aussi. Et là, vous m'amenez sur la définition du changement versus coaching, qui est en fait une prise de risque nécessaire, plus ou moins importante, qui peut engendrer une situation qui est d'abord inconfortable et passagère, pour arriver en fait après à un autre état. C'est un processus qui regroupe différentes étapes qui permettent de passer d'un stade de vie à un autre. Le changement peut être un phénomène extérieur, il peut être choisi ou imposé. Quand on sait que la base de notre sécurité en nous-mêmes est ou non régie par les contraintes de l'environnement, il est aisé de comprendre que la peur du changement vient avant tout de notre peur de croire en nous et en nos possibilités. Et revoici nos fameuses croyances limitantes dont nous avons parlé précédemment dans d'autres émissions. Et c'est exactement ce que vous venez de dire quand on parle de ce changement et où vous dites, à un moment donné, il faut se dire, tout compte fait, je suis peut-être encore meilleur que ce que je ne pense. Et donc, aller au-delà de nos limites et oser. C'est le mot, je dirais, qui est en général associé au changement, c'est oser. Oser, et puis on verra un petit peu ce qui se passera après. Parce que c'est vrai que vous avez dit aussi dans votre témoignage que quand on parle de changement, il faut être aussi accompagné. Un changement, ça ne se fait pas non plus, surtout avec des responsabilités comme vous aviez. C'est pas, tiens, je me lève le matin et aujourd'hui, j'ai décidé d'être directeur général. Il y a tout un processus qui est là derrière. Il y a des personnes qui vous ont fait confiance. Vous saviez aussi que vous aviez la possibilité de pouvoir faire ça. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir être accompagné pour pouvoir mieux gérer les phases de changement quand elles se présenteront. Donc, question suivante, avez-vous été préparé ou aidé dans les différents moments de votre vie quand vous avez été confronté à ces différents changements? Oui, bien sûr. Disons qu'il y a dans l'expérience que j'ai vécue où je passais d'un pays à un autre, en fait. Il y a donc déjà une dimension culturelle. Tout à fait. Donc il y a des accompagnements ou des formations interculturelles qui permettent de mieux appréhender le pays dans lequel on va devoir exercer sa mission. La barrière de la langue aussi. Il y a la langue qu'il faut souvent apprendre. Enfin, moi, je me suis efforcé d'apprendre la langue à chaque fois, qui est important pour pouvoir communiquer, qui est essentiel dans ce genre de mission. Donc il y a cet aspect-là culturel, et après il y a, en fonction de l'ampleur de la tâche, se faire accompagner sur les aspects techniques de la mission, donc des formations autour, et puis en termes de coaching, de management, de pouvoir s'appuyer sur... Alors, j'avais la chance de travailler dans un grand groupe qui était bien structuré à ce niveau-là et qui avait donc des réponses à toutes ces approches, donc à la fois comportementales,
formation, que ce soit professionnelle ou technique. Donc, il est indispensable effectivement d'être bien accompagné quand on se lance dans des défis de ce calibre-là, parce que ce sont vraiment des défis. D'accord. Et c'est vrai que c'est, comme vous dites, ça peut être des gros défis, ça peut être maintenant des petits défis. Et là, en fait, c'est tellement personnel. Parce que pour une personne, changer de pays, changer de poste, bon ben ma foi, voilà, nous on est belges, on est venu s'installer ici, ça ne nous a pas semblé si extraordinaire que ça. Et quand on en parle à certaines personnes, je vois qu'ils nous regardent en disant, mais enfin, comment t'as fait? C'est un truc de fou, t'as tout quitté. Donc c'est vraiment, je veux dire que la notion de défi, la notion de difficulté, elle est totalement personnelle d'un individu à l'autre. Et c'est vrai que la vie étant un engrenage de changement perpétuel, nous sommes en permanence confrontés à cette notion de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait face à ce changement? Est-ce que je l'affronte ou est-ce que je me laisse embarquer? Sachant que si je l'affronte, déjà, je vais y mettre des freins parce que je vais d'office bloquer en ayant une attitude, je veux dire, un peu négative. Par contre, si je me laisse embarquer, c'est tout de suite beaucoup plus fluide la plupart du temps. Et alors, en parlant d'embarquement, la transition, elle est facile, je sais. Mais j'ai envie de vous offrir un peu de soleil, parce qu'avec la température qui fait aujourd'hui, la pluie, on va essayer de réchauffer un peu tout ça. Hein. Après les grandes plaines de tout à l'heure, nous voici partis du côté du Brésil, avec le deuxième choix musical que vous avez fait. Et alors là, par contre, je ne vais même pas oser le prononcer, ni l'annoncer moi-même. Et je vais donc préférer votre accent espagnol au mien. Brésilien. Ou brésilien. Il faut parler brésilien, là. Ah ben voilà, donc c'est encore pire. Donc je vous laisse annoncer et le nom de la chanteuse et le titre du morceau. Donc c'est Vanessa da Mata et le titre c'est Não me deixes só. Et j'aurais pas dit comme ça. Merci beaucoup. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Alors, comme je l'ai dit, je ne parle pas brésilien, mais par contre, merci Google, j'ai quand même été sur Google Traduction pour savoir de quoi parlait la chanson. Et donc, dites-moi si je me trompe ou si la traduction était vraiment très mauvaise, mais ça parle d'une personne en fait qui ne veut pas rester seule car elle a peur du noir et de l'insécurité. C'est bien ça, oui. En gros. Oui, c'est ça. En résumé. Et donc, c'est vrai qu'elle trouve surtout le réconfort dans l'amour et la présence de l'autre. Donc, par rapport à tout ce que vous avez vu dans votre vie professionnelle et par rapport à tous ces changements, Monsieur Martinez, est-ce que vous avez connu la peur à certains moments? La peur, non, je pense pas, mais en tout cas le doute, certainement. Il y a les inquiétudes. On est toujours inquiet. Je pense qu'il faut rester inquiet pendant toute sa carrière pour pouvoir justement se remettre en cause et le doute aide aussi. Donc j'ai toujours douté, mais avec une certaine assurance sur les décisions que ça me faisait prendre. Et je pense que ça fait partie de la réflexion qu'on doit mener en permanence quand on est dans une situation de changement. Mais je crois que vous allez l'aborder par la suite. C'est se nourrir des expériences qu'on a eues, mais surtout pas essayer de les reproduire. Donc, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est pas vraiment des peurs, mais des doutes, oui. Et surtout, je pense que le maître mot qui va avec le changement, c'est aussi la remise en question. C'est comme vous dites, c'est pouvoir à un moment donné se poser, faire un arrêt sur image, regarder ce qui se passe pour pouvoir mieux soit rebondir, soit ajuster ce qui s'est passé. Et la question suivante que je voudrais vous poser, c'est quand vous avez justement eu ces moments de doute ou ces moments d'inquiétude, est-ce que vous vous êtes tourné vers une personne en particulier ou, je veux dire, est-ce que vous avez eu un mode de fonctionnement particulier qui vous a permis justement de surmonter ces inquiétudes ? Oui, il faut, je crois, enfin en ce qui me concerne, dans ces périodes de doute, il faut prendre du recul sur l'événement, sur la situation. Alors il faut réfléchir assez vite, mais le fait
que on sait qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, que ce soit sur le plan purement technique par rapport au métier ou sur le plan de la réflexion au RH par exemple, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, c'est important, la confiance qu'on peut faire aux gens autour de vous. Donc avoir des personnes sur qui on puisse s'appuyer dans des moments de doute, c'est essentiel parce que ça permet justement de faire un peu de benchmark par rapport aux positions auxquelles on pense, et ça aide. Oui, il faut s'appuyer sur les gens en qui on a confiance. Et ça permet de passer ces moments qui de toute façon arrivent toujours dans quelle que soit la mission que l'on a, pour laquelle on est investi. On a des moments de doute. Moi personnellement, j'ai toujours eu des périodes où j'ai douté, mais ça ne m'a jamais empêché d'être sur la lancée de ce que je faisais. C'est-à-dire que c'était pas... ça se traduisait pas par quelque chose de visible de par mes collaborateurs ou par ma direction. Je le vivais en interne. Et je crois que bien se connaître, de savoir quand c'est qu'on est en forme et quand c'est qu'on ne l'est pas, c'est essentiel pour pouvoir passer ces moments. On sait qu'à certains moments de sa vie, il faut bien réfléchir avant de prendre des décisions parce qu'on n'est pas au top. À d'autres moments, on a une pêche d'enfer et on sait que l'idée qu'on a eue, ça va être la bonne. Donc tout ça, ça se gère en se connaissant bien soi-même. Tout à fait, et c'est important, et vous parlez justement du fait de bien se connaître soi-même, et je vais intervenir par rapport à la courbe du changement, parce que depuis tout à l'heure on parle de peur, d'appréhension, de crainte, de doute. En fait, il faut savoir que tout ça est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que la courbe du changement, en fait, elle est universelle. Alors, je vais vous en donner une interprétation. Si vous regardez au niveau plutôt psy, vous aurez une autre interprétation. Si vous la regardez au niveau management, vous aurez encore d'autres mots qui vont prendre la place. Mais dans l'absolu, on est confrontés tous à cette courbe du changement. C'est un petit peu comme une espèce de vague. On va avoir une vague qui d'abord descend et puis qui remonte par après. Et les différentes étapes qui rentrent dans la peur, dans le changement, en fait, c'est d'abord le choc. On est confronté à un changement, voilà. Soit c'est voulu, soit c'est quelque chose qu'on vous impose, mais il y a quand même toujours ce choc, cette prise de conscience. Absolument. Ensuite, il y a le déni. De dire non, moi je ne vais pas changer, non, j'ai pas envie, ou je suis pas d'accord. Donc il y a vraiment ce côté déni qui arrive, suivi de la colère. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en termes d'émotion, la colère, c'est l'émotion qui est liée au changement. La colère permet de changer des situations, mais le changement induit la colère. Donc ces deux-là vont vraiment très très bien ensemble. Vient après peur, qui vous dit oui mais alors attention, je veux bien, mais maintenant on fait quoi ? On y va comment ? Qu'est-ce qui m'attend ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Donc peur arrive directement, suivi de tristesse. Alors vous allez me dire pourquoi tristesse ? Parce que la tristesse en fait, c'est la notion de qui dit changement dit je quitte quelque chose pour arriver à autre chose. Et donc, on est confronté un peu à un deuil. De se dire, tiens, je dois laisser une situation X pour aller vers une situation Y. Cette partie-là, en fait, qui est donc la courbe descendante de notre courbe du changement, c'est l'attitude négative de la personne qui est orientée vers le passé. C'est vraiment l'attitude contre-productive de la personne qui est confrontée au changement. Arrive ensuite, après la période de constructive et donc qui est orientée vers le futur, où la personne va accepter la situation. Alors, quand on dit pardonner, c'est pardonner dans le sens, se pardonner peut-être à soi par rapport à des erreurs que j'ai fait avant et de comment je peux me remettre en question par rapport à ce que je vais faire, et ou pardonner à la personne qui a induit le changement, parce que parfois on se rend compte que tout compte fait, le changement c'est pas si négatif que ça et que ça peut apporter de super opportunités, vous l'avez dit. C'est la quête de sens. Ça, c'est super important, c'est de se dire, ok, d'accord, j'accepte ce changement, mais tout compte fait, je vais y trouver quoi ? C'est un petit peu l'intérêt. C'est quel est mon intérêt dans ce changement pour au final arriver à cette fameuse sérénité et à l'attitude totalement positive qui est liée au changement.
Tout le monde passe quasiment par cette courbe et avec des parties, je vais dire, qui sont plus ou moins grandes. Il y a des personnes qui vont très vite dans la partie négative et puis qui passent très longtemps dans la partie constructive. Et puis vous en avez d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés à traverser la zone négative et la zone de dépression pour après remonter vers la zone totalement productive. C'est vrai que c'est très très compliqué de faire face au changement. C'est tout à fait compréhensible d'avoir peur. C'est aussi, comme je l'ai dit, un deuil. On lâche quelque chose, mais surtout on lâche prise. Ça a été un thème d'émission. C'est un défi. Vous avez déjà utilisé ce mot-là aussi depuis le début de l'entretien. C'est un défi. Un exemple, le changement, ça peut être imposé dans le travail, peut nous obliger à faire le deuil de nos petites manières habituelles de travailler. J'imagine que quand on travaille en France et puis qu'on va en Inde ou qu'on va au Brésil, on n'a pas du tout les mêmes manières de travailler. Au niveau culturel, c'est énorme. Ça peut être aussi un déménagement, bien évidemment. Vous n'alliez pas faire l'aller-retour tous les matins pour aller travailler, c'était un peu loin. Mais qui dit déménagement dit je dois quitter mes voisins, je dois quitter mes repères pour aller dans un pays que je ne connais pas. Et au final, c'est une séparation ou un décès par rapport à, quand je dis le décès, c'est plutôt le décès d'une illusion. C'est je dois laisser quelque chose là pour aller chercher quelque chose de meilleur ou de différent en tout cas. Donc lors de vos différentes étapes et lors de vos différents changements, dans les changements de poste, quel a été pour vous, par rapport à la courbe qu'on vient de voir, les étapes qui ont été les plus compliquées à gérer ? Alors je me suis reconnu. Curieuse, hein. Non, mais je me suis très bien reconnu dans cette courbe. Alors il y a eu plusieurs cas de figure. Par exemple, quand je suis parti du Brésil, donc de São Paulo, où je venais d'assister au carnaval de Rio. Le Brésil, c'est un pays de joie en fait, même si c'est un pays qui a plein de contraintes. Pour partir en Inde, où je venais de voir le film, comment c'était ce film, Slumdog Millionnaire, oui, là. Bon, vous voyez tout de suite qu'il y a une transition. Oui. Et donc, il faut faire le deuil de ce que vous quittez, où vous avez été heureux. Bon, j'ai été heureux professionnellement et dans la vie de tous les jours. Et puis, partir à la découverte d'un continent complètement inconnu, que je ne connaissais pas du tout, avec donc une image de marque, quand même, qui était bien différente de celle du Brésil. Donc, oui, il faut faire un deuil. Mais bon, moi, c'est des étapes qui passent très, très rapidement. On ne s'attarde pas sur ce... Je ne me suis jamais attardé sur ce passage de votre courbe. Mais en revanche, après, c'est la difficulté, c'est s'intégrer, quoi. C'est s'intégrer, c'est le début de la mission, donc la découverte. Vous avez tout à découvrir dans un minimum de temps. Vous avez des collaborateurs, des gens du pays. Donc, quand c'est une langue, avec l'anglais, c'est vrai que c'est facile de communiquer avec tout le monde, mais quand on veut dépasser la sphère des cadres dirigeants et que l'on veut s'adresser à d'autres collaborateurs, il faut apprendre la langue du pays. Donc il y a une période pendant laquelle vous souffrez un peu, vous souffrez parce qu'il faut faire tous ces efforts-là. C'est vrai que ce sont des efforts, donc vous souffrez, mais c'est pour la bonne cause. Donc vous savez qu'en passant par ces étapes-là et en les franchissant avec succès, vous donnez toutes les chances de réussir votre mission. Alors, je vais vous poser une question un tout petit peu plus personnelle, parce que jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de toutes vos transitions et tous vos changements au niveau professionnel. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué que vous réagissez de la même façon face aux changements dans la vie professionnelle et la vie privée, ou est-ce que tout compte fait, c'est totalement différent ? Est-ce que vous avez plus d'appréhension peut-être pour la vie privée ou pour la vie professionnelle ? Alors pour la vie privée, bien sûr, c'est la famille, c'est donc le cercle familial. Et comme j'ai eu la chance de faire une carrière en démarrant relativement jeune, mes enfants sont nés pendant ma première expatriation, donc ils nous ont toujours accompagnés dans les différentes étapes de ma carrière. Et alors eux, c'est des enfants du monde et non plus des enfants de Limoges.
Donc oui, l'important c'est que la famille soit bien partout. Donc les pressions, les doutes que j'évoquais, les difficultés dans le changement professionnel ne doivent absolument pas impacter le milieu familial et la vie familiale, que ce soit à São Paulo ou à Bombay ou à Mexico ou au Caire ou à Istanbul, doit être maintenue sur le même, disons, avec la même intensité. Il n'y a pas d'impact vraiment important sur le cocon familial. Ça, je crois que c'est important. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, personnellement. Oui, parce que bon, il faut quand même aussi protéger les autres. Parce que quand on prend évidemment des changements, enfin, quand on choisit de faire des changements dans notre vie, ça a d'office un impact sur les autres personnes qui nous accompagnent, notamment le cercle, comme vous dites, familial. Et je crois que la famille tire beaucoup de bénéfices de ces changements, parce que ce soit à l'étranger ou même en France, quand vous changez de ville pour aller dans une autre, ou un environnement professionnel qui vous amène ailleurs, tout le monde en tire un profit, nous sur un plan professionnel, je pense, mais les enfants, parce que ça leur permet d'élargir leur cercle de connaissances. Donc il y a tout cet aspect-là qui, je crois, profite à l'ensemble de la famille. Et ça, je peux en témoigner, et il y a quelqu'un d'autre là en face de moi qui peut en témoigner. Excuse-moi de te réveiller, toi de l'autre côté de ta technique là. Parce qu'en fait, clairement, le changement que nous avons fait, nous ici, de venir donc de la Belgique à la France, je pense que moi, c'est ce qui a permis vraiment à Quentin de se révéler et de grandir en quelques mois. Tu es d'accord avec moi ? Tu n'as aucune preuve. Non. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. C'est un grand changement, vraiment les 2 mois de vacances qui ont été très bénéfiques, et le début de l'année scolaire on a vu un bond dans ma courbe d'évolution. Clairement, si je reprends la courbe qui est ici, je pense qu'avant de venir en France, j'étais au stade de tristesse et que je stagnais là. Hein. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais je pense que tu es plus ou moins d'accord. Oui, je me rappelle du poteau à l'école. Hein. Oui, le fameux poteau. le premier jour d'école, non, mais je reste avec mon poteau, qui était littéralement un poteau. Oui, c'est ça, c'était pas un copain, c'était un poteau. Et je suis resté tout le temps d'attente avec ce poteau. Et puis au final, ce poteau, je n'ai plus jamais été le voir, hein, donc c'est mieux. Mais oui, non, depuis que je suis arrivé, clairement, la montée de la courbe, je suis pas encore au-dessus, mais il y a du progrès. Tout à fait. Et donc, qui dit changement, dit que ça ne peut nous permettre d'évoluer, de bouger, de découvrir de nouveaux horizons, de prendre un nouveau départ. Et donc, en termes d'horizon, nous allons repartir dans les grandes plaines de l'Ouest américain avec cette fois-ci, normalement j'espère, la bonne version de Mon nom est personne. Normalement. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Voilà, cette fois-ci, c'était la bonne. Ouf. Donc, alors, comment vivre le changement au quotidien ? Comme on l'a dit, certaines personnes sont tout à fait capables de gérer ça seules, ou en tout cas d'être bien accompagnées. Par contre, d'autres personnes ont vraiment besoin d'aide et de soutien. Donc, Monsieur Martinez, lors de vos différentes missions professionnelles, comment avez-vous accompagné vos collaborateurs face à ce processus de changement ? Parce que si vous, c'était un changement dans votre vie, dans les leurs aussi, voir arriver quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, et un petit peu comme ici, notamment votre prise de poste au CSP, mais comment ça se passe ? Comment vous fonctionnez, vous, pour accompagner les gens dans le changement ? Je ferai une différence entre ce qui s'est passé dans ma carrière professionnelle et le CSP. Mais sur donc les missions que j'ai prises dans les différents pays dont on a parlé, d'abord il faut savoir que le groupe pour lequel je travaille a très peu d'expatriés. Donc dans chacune des sociétés, c'est 2 ou 3 expatriés maximum, dont le directeur général. Et c'est des sociétés qui peuvent aller de 1000 à 5000 personnes, hein, donc des grosses sociétés. Ça veut dire que déjà au départ, il y a une confiance totale dans la capacité des gens du pays à faire fonctionner l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises qui, quand elles s'implantent à l'étranger, viennent avec toute une armada de cadres techniques, etc.,
pour faire en sorte que l'entreprise soit une réplique de ce qui existe dans le pays, en France, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc la culture du pays, les marques du pays sont importantes, et on fait en sorte que le management, donc, et c'est le rôle du directeur général que j'étais, prennent en compte et priorisent ces aspects-là. Donc c'est un management de proximité, être proche des collaborateurs, de pouvoir les accompagner, notamment pour ce qui me concernait, l'équipe dirigeante, mais aussi pour que votre crédibilité soit à son maximum, pouvoir les accompagner dans leur mission au quotidien auprès des équipes. Donc il y a une confiance à conforter. Et pour moi, les deux armes qui permettent d'avoir du succès dans une mission lors d'un changement, c'est d'une part la communication et la confiance. Donc j'ai toujours bâti mes missions sur ces deux éléments-là. Et je dois dire que c'est ce qui m'a permis de durer dans cette mission au sein du groupe. Alors, vous parlez en effet de confiance et de communication, c'est tout à fait ça. Il faut savoir que dans le coaching, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, en fait, il y a une partie du coaching qui s'appelle vraiment le coaching d'accompagnement ou le coaching de performance. Et dans cette technique de conduite du changement, en fait, la technique est basée sur ce qu'on appelle l'enquête approbatrice, alors appreciative inquiry en anglais, dont l'usage se répand de plus en plus dans les formations, dans le management et même dans le développement personnel. C'est une technique en fait qui est basée sur le fait de chercher à résoudre un problème en se fondant non pas sur les défauts, mais sur la mise en évidence, de ce qui est positif. Et des expériences positives déjà vécues et qui peuvent être injectées dans la situation, elle interroge le succès pour créer le succès. Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas essayer de reproduire la même chose en fait. C'est de se dire, ok, on a un changement, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme ressources dans ce qu'on a déjà connu pour pouvoir avoir des outils et pour avoir des bagages pour avancer, mais ça sert à rien d'essayer de refaire la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes éléments. À partir du moment où on travaille, parce que comme vous dites, vous avez été dans différents pays pour peut-être faire le même poste, et vous êtes même revenu plusieurs fois, dans le même pays, mais c'était pas, il y avait X années de différence, la culture avait changé, les personnes avaient changé, donc fatalement, c'est hyper important de se dire, il faut vraiment, en effet, de la confiance en soi, confiance en les autres, mais avant tout de la communication. C'est ce qui est important, c'est d'aller chercher les ressources et les capacités de chacun. Si je devais vous demander de me citer, Monsieur Martinez, 3 de vos ressources ou capacités face au changement, vous me diriez quoi ? Oula, c'est du colle. Alors, je dirais une bonne capacité d'encaissement, parce que il faut, je crois, être calme face, je dirais pas l'adversité, mais souvent on est surpris par ce qui nous arrive, donc on découvre. Ensuite, il faut de l'abnégation, c'est-à-dire qu'il faut ne jamais se rendre. Il faut, quand on a une mission, il faut la mener à son terme, et il faut donc prendre, pas par tous les moyens, mais il faut trouver les ressources. Vous avez utilisé les ressources pour pouvoir y arriver. Alors moi, je suis un sportif, alors j'ai toujours considéré qu'être en forme physiquement était un aspect important pour pouvoir bien exercer ma mission. Quand j'étais un petit peu... quand j'avais pris des kilos après des vacances en France ou des choses comme ça, j'étais moins performant, je crois. Il fallait que je retrouve mon poids de forme, que je retrouve mon rythme pour pouvoir être bien dans ma mission et de bien pouvoir assumer le changement que j'étais en train de vivre.
Donc, Et vous avez tout à fait raison, le bien-être psychologique, le bien-être émotionnel et le bien-être physique sont évidemment des éléments importants à prendre en considération dans toute courbe de changement. Parce que si on n'est pas préparé à tous ces niveaux-là, évidemment, la notion de changement va être beaucoup plus difficile. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une personne qui est confrontée à une situation de changement et qui douterait d'elle-même ? il faut croire en ses capacités. Si on fait appel à vous pour un changement, c'est que on estime que vous avez les capacités. Donc je me suis toujours dit, même dans les périodes de doute les plus terribles que j'ai pu vivre, dans les crises les plus importantes dans les pays où j'étais, je me disais, si on m'a fait confiance, c'est que je dois avoir les capacités pour y arriver. Donc c'était ma manière de me convaincre que, oui, il fallait que je croie en moi. Donc c'est croire en soi. C'est le fameux « mais pourquoi moi ?» Quand on demande quelque chose ou quand on propose quelque chose à quelqu'un, moi j'ai une amie qui est pourtant coach et qui est spécialiste du fait, c'est quand je lui propose un nouveau défi ou une nouvelle responsabilité, elle me dit « mais pourquoi tu me demandes à moi ? J'ai pas les capacités. » Mais si je te le propose, c'est que je sais que tu es capable, mais il y a toujours ce doute intrinsèque de l'être humain qui est très bien, mais il faut aussi faire attention. Parce que quand on est face à un changement, il y a différents pièges à éviter. Alors, je dirais que je vais en citer quelques-uns. Et le premier et avant tout, c'est arrêter de s'entêter et de refuser de lâcher prise. Parce que la plupart du temps, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir, donc on a peur, donc on ne veut pas lâcher prise. Arrêter de revenir sans cesse dans le passé. Ce qui est passé, on l'a dit, même si on essayait de refaire quelque chose d'autre, de la même façon, on n'y arrivera pas. Ne pas se lancer non plus tête baissée en avant sans réfléchir. Vous l'avez dit, un changement, en fait, ça se prépare, ça se calcule. Il faut aussi savoir ce qu'on va faire. Ne pas se décourager, vous en avez parlé, et prendre soin de soi et de son bien-être. Vous l'avez dit, qu'il soit psychologique, qu'il soit émotionnel. Ça, c'est important. Ça, c'était toutes les choses à ne pas faire. Maintenant, donnons la liste des choses à faire, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on laisse la place aux émotions que suscite le changement et que nous vivons. Depuis le début de l'année, on vous serine dans cette émission avec l'importance des émotions et ce qu'elles peuvent impliquer comme note positive, mais aussi comme élément négatif. Donc surtout, quand vous êtes confronté à un changement, laissez place aux émotions, écoutez vos émotions. Prenez le temps ensuite de trouver quels sont les deuils ou les étapes difficiles que vous allez devoir faire. Il faut savoir que notre peur du changement est souvent liée avec la mesure de ce que nous devons laisser derrière nous. Donc, identifions quels seraient les freins qui pourraient nous poser un problème pour mieux pouvoir les dépasser. En plus, il est ni inutile ni honteux de trouver du support autour de soi. On en a parlé tout au long de cette émission. Osez poser la question, osez aller chercher les ressources, qu'elles soient en soi ou qu'elles soient aussi à l'extérieur. Cette personne qui peut vous donner de l'aide, ça peut être une personne de confiance qui sera prête à vous écouter ou un professionnel qui est capable de vous accompagner tout en gardant une certaine distance. Ça peut être donc quelqu'un de votre entourage professionnel ou votre entourage privé. Mais il est surtout important d'apprendre à relativiser en se centrant sur notre attention et en se centrant sur ce qui n'a pas changé. Nous sommes toujours la même personne qui a traversé tous ces changements auparavant. Et si on a déjà réussi, on peut encore le faire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas se décourager. C'est vraiment aller jusqu'au bout du bout du bout. Alors, avant de terminer, je voudrais vous poser une dernière question. C'est comment vous avez vécu cette émission ? Comment vous avez vécu la préparation de cette émission et notre rencontre ? C'est une belle surprise pour moi, puisque c'est un exercice auquel je ne m'étais jamais prêté. Vous n'aviez jamais fait d'interview radio ? Si, mais pas plutôt le côté professionnel. D'accord. Et non pas sur cette approche un peu philosophique des choses. D'accord. Donc oui, une très belle expérience, et j'avoue que le fait de réfléchir sur tout ce que sont les moteurs de
de ces passages dans nos vies, c'est très enrichissant. Je trouve ça très intéressant. J'espère que vos auditeurs auront aimé. Est-ce que, en tout cas, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur et la manière dont j'avais vécu cette carrière internationale. Mais je vous remercie en tout cas parce que c'est vraiment ce que je voulais faire avec vous, c'était aller au-delà de simplement Yves Martinez, l'homme public que l'on peut connaître, même si, comme vous dites, vous êtes très discret et c'est pas facile de trouver des infos sur vous sur Internet, je confirme. Donc c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher, comme je dis toujours, c'est l'homme derrière le masque. C'est de me dire, ben voilà, je rencontre quelqu'un, donc hormis ce qu'on raconte tout le temps, j'aime bien d'aller un petit peu voir qui vous êtes vraiment et quelles sont vos approches d'un sujet X ou Y. Donc en effet, comme vous dites, j'espère que nous avons aidé nos auditeurs à y voir un peu plus clair, à mieux se comprendre, et en ce 11 novembre, en plus, il n'y a pas de hasard, j'espère qu'on vous a donné des pistes pour signer l'armistice avec vous-même, pour déculpabiliser d'avoir peur, afin de mieux amorcer la phase de reconstruction et de vous réconcilier avec ce fameux changement. Donc, avant toute chose, je préviens juste Quentin, parce que petit changement en cours de musique, est-ce que tu peux juste me préparer Gilles Caplan? Gilles Caplan, voilà, c'est merci. C'était la 4e, je pense. La 4e. Oui. Voilà, elle est prête. Voilà, petit aparté, voilà, on n'est pas du tout en direct. J'étais pas sûr, je ne savais pas si tu voulais la 5, la 6 si, ou la 4. Non, écoute, la 4 avant la 5 et puis la 6 après, voilà. Non. Ça paraît logique.